Bonjour, je suis Lisa Azuelos et bienvenue dans mon podcast Parole, Parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des films. J'ai notamment réalisé Comme t'es belle, LOL, Mon bébé ou encore Dalida, qui a sensiblement inspiré le nom de ce podcast, Parole, Parole. Un podcast dont le but est, comme dans mes films, de donner matière à se réparer, à s'aimer, en parlant des petites choses personnelles qui font l'universel. Échanger, apprendre les uns des autres pour mieux se comprendre et se réaliser pleinement. Je sais de quoi je parle, je suis réalisatrice. Ici, je vous propose des échanges libres et sans retenue avec des invités très différents, parfois des amis, parfois non, parfois célèbres, parfois non. On y parle d'intimité, de vérité, d'authenticité et évidemment tout ça avec un peu d'humour. C'est ma marque de fabrique. Et aujourd'hui, c'est un parole-parole spécial libre antenne. C'est vous qui avez la parole, c'est vous qui me posez des questions, c'est moi qui réponds. Mais je réponds un peu long, quoi. Et le thème du jour, c'est cinéma. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va aborder le thème du cinéma. Je réponds à vos questions et je pense qu'en répondant à ces questions, il y a beaucoup plus de gens que ceux qui m'ont posé ces questions qui seront ravis de les écouter. En tout cas, je l'espère. Voilà. Alors, la première question, c'est une question de Julia. Bonjour chère équipe de Parole Parole, j'espère que vous allez bien. Ma question est la suivante. J'ai commencé le cinéma à l'âge de 15 ans, j'en ai aujourd'hui presque 20. Et j'ai pu constater, de par ma propre expérience, mais également l'expérience d'artistes, d'acteurs et d'actrices que j'ai eu l'occasion de croiser sur ma route, et ce, de différents âges, que le syndrome de l'imposteur était presque aujourd'hui indissociable de notre métier. Je voulais donc avoir votre avis sur la question, savoir si vous, en tant qu'artiste et réalisatrice, vous aviez déjà été confronté à ce syndrome-là. Comment est-ce que vous l'appréhendez, l'apprivoisez, et est-ce que ça s'arrange avec le temps ? Merci à vous. Alors voilà une question magnifique parce qu'en fait, c'est pas du tout une question de cinéma. Malheureusement, j'aimerais bien que le syndrome de l'imposteur ne concerne que les artistes et les gens qui font du cinéma. Mais d'une manière générale, j'ai l'impression que ça concerne quand même beaucoup les femmes. Peut-être que les hommes en parlent moins, je sais pas. Peut-être que les hommes aussi ont le syndrome de l'imposteur, mais c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup pour les hommes, en fait. Ce qui est assez drôle. C'est vrai que quand on est artiste, en général, on passe plus de temps à ne pas travailler qu'à travailler. Donc, on passe plus de temps à pas gagner sa vie. Et donc, on passe plus de temps à réfléchir à sa vie. On passe plus de temps à se demander ce qu'on fout là, si vraiment c'est important de faire ce qu'on fait. C'est vrai qu'à une époque, moi, j'ai été confrontée au fait... j'étais très, très fatiguée. Je crois que j'ai fait un petit burn-out. C'était après Dalida. Et... je me disais, mais en fait, à quoi sert mon métier, quoi ? Si c'est pour finir les 4 fers en l'air après chaque film, que les gens vont les voir, mais bon, est-ce que ça a vraiment changé leur vie ? Pas vraiment. Moi, je crois que je fais des trucs super importants, et puis finalement, au bout du compte, il n'y a pas tant de gens que ça qui vont dans les salles. Est-ce que les gens, c'est important pour eux d'avoir vu ce film ? Est-ce que ça a changé leur vie ? Est-ce que ça a changé la mienne ? Et vraiment, je me disais, en fait, je fais un métier d'imposteur. C'est vrai que j'ai eu à un moment ce sentiment, je me disais, un chirurgien, il y a quelqu'un qui va mourir, on lui apporte la personne, et s'il n'intervient pas sur cette personne, elle va mourir. Donc lui, il ne se demande pas s'il est un imposteur, c'est vrai. Un mec qui est plombier, voilà, le lavabo est bouché, il vient chez vous, il débouche, il n'est pas un imposteur. Donc c'est vrai que quand on est un artiste, on ne voit pas forcément ce qu'on appelle en anglais the ripple effect, je ne sais pas comment on le dit en français. En fait, c'est ces ronds qui sont dans l'eau quand on jette une pierre. C'est-à-dire on jette une pierre dans l'eau et souvent ça fait des cercles de plus en plus larges. Et en fait, un artiste, c'est peut-être le rond le plus large qu'on n'aura même pas la patience d'attendre de voir se former dans l'eau. Mais ça ne veut pas dire que le rond ne s'est pas formé. Et par exemple, quand j'ai fait LOL, il y a 15 ans maintenant, je savais que je faisais un film qui était nécessaire pour la jeunesse parce qu'il y avait très peu de films en France de teen movie. Il
Il y en a beaucoup plus aujourd'hui avec les séries et tout ça, mais à l'époque, en France, on pouvait rien voir à part La Boum. Enfin, il y avait très très peu de films. Il y avait Le Péril jeune, peut-être, de Cédric Lapiche, mais il y avait vraiment très très peu de films de jeunes qui vont pas trop mal. Enfin, dès que c'était la jeunesse, c'était la drogue, la prostitution, le malaise. Enfin bon, c'était toujours très très dark. Et quand je fais LOL, je sais que je fais un film assez important pour la jeunesse, mais ça reste quand même une comédie familiale, gentillette. Bon. Et puis quand je vois les effets de cette comédie 15 ans après, où quasiment, tellement de gens ont vu ce film 15 ans après, c'est-à-dire qu'ils continuent à le voir tous les ans, etc. J'ai un peu le même phénomène sur Comme t'es belle aussi. C'est des films doudous, c'est des films vraiment que les gens regardent pour aller mieux. Et je me dis qu'en fait, mon intention de départ qui était que les gens aillent mieux en faisant ce film, mon intention de départ était la bonne, quoi. C'est-à-dire que moi, au départ, je me suis intéressée à la pierre que je jetais dans la mare, mais j'ai pas vu le dernier rond. Et les ronds continuent à se faire aujourd'hui dans l'eau de mon art, on va dire. Et un jour, j'ai vu un documentaire sur Bertrand Tavernier, et il disait, chaque fois que je fais un film comme si des millions de gens allaient le voir. Mais en fait, s'il n'y a qu'une personne que ça va toucher, ça suffit déjà à justifier ce film. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Quand on est un artiste, mais d'une manière plus générale. C'est-à-dire que oui, peut-être que ce qu'on fait n'a pas une grande conséquence, en tout cas visible. C'est-à-dire que la pierre qu'on va jeter dans l'eau, ça y est, elle a disparu dans l'eau, on la voit plus, on se rend pas compte. Et puis on n'est pas resté devant la mare pour voir les ronds que ça crée. Mais parfois, je rencontre des gens 10, 15 ans après qui me disent « Mais ce film, il a bouleversé ma vie. Cette phrase, elle a bouleversé ma vie. Ce moment où je me suis sentie comprise. » En fait, ouais, c'est des bouteilles à la mer et peut-être que personne va les trouver. Mais si moi, je la jette pas, j'ai pas fait mon boulot d'humain, quoi. Et le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est pas qu'on fait pas quelque chose qu'on devrait pas faire. C'est qu'on n'a pas confiance dans le fait de sa présence. On n'a pas confiance dans le fait que être présent au monde, c'est pas pareil que de pas être né. Et il y a un film, puisqu'on est dans le thème cinéma, qui révèle vraiment ça et qui a beaucoup, beaucoup transformé ma vie, qui s'appelle La vie est belle, de Frank Capra. Pas celui avec Roberto Benigni, celui avec James Stewart, qui est vraiment un film extraordinaire sur la puissance que c'est d'être vivant. Et c'est vrai que ce film raconte une vie qui passe et qui n'a l'air de rien. Et après, un ange lui montre ce que la vie aurait été s'il n'était pas né. Et en fait, le monde est désespéré et désespérant. Et moi, je circule beaucoup avec l'idée que je ne change rien au monde, mais que si j'étais pas là, le monde serait différent. Et c'est à la fois l'humilité de savoir que oui, on ne compte pas, et l'humilité, parce que c'est aussi une question d'humilité de savoir que oui, on compte. Il faut beaucoup d'humilité pour se dire qu'on sert à quelque chose. C'est une espèce de fausse humilité de dire non, mais de toute façon, moi je compte pas, de toute façon je sais très bien que j'ai pas de valeur, etc. Et en fait, imaginez notre âme, tout ce qu'elle a dû traverser pour s'incarner. Déjà qu'une ovule rencontre un spermatozoïde, dans ces deux personnes-là qui ont décidé à ce moment-là de faire l'amour, que finalement c'est ce spermatozoïde et cet ovule qui se rencontrent, qui crée un bébé, qui va jusqu'à 9 mois, qui finalement arrive à accoucher sans galère, on arrive à jusqu'à aujourd'hui. C'est des étapes incroyables. Et il faut une force inespérée pour arriver là. Il faut un truc... Voilà, c'est comme quand je vois une petite pâquerette qui a traversé le bitume, quoi. Tu te dis, là, comment elle a fait, la petite pâquerette avec sa petite tige toute frêle. Et elle est là, elle m'offre sa fleur au milieu du bitume. Eh ben, nous, c'est ce qu'on est. On est des fleurs au milieu du bitume, mais si on voit pas notre beauté de fleurs et qu'on se dit, de toute façon, j'aurais jamais dû percer le bitume parce qu'en vrai, il y en a partout du bitume. Si tu te rends pas compte que cette fleur, dans tout ce large bitume, elle transforme tout ce bitume, toute cette dureté, toute cette noirceur, tout, eh ben alors c'est que quelque part, t'es pas relié à ta propre beauté, quoi. Et quand je parle de beauté, les Indiens Navajo appelaient ça le 5e élément, en fait, puisqu'on a l'élément eau, terre, feu et air. Mais la beauté, c'est l'élément qui relie tous les éléments ensemble. Et je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est ces jours, ces moments où on oublie notre propre beauté, au sens de la beauté de notre cœur, la beauté de notre âme, la beauté de notre force pour s'incarner, la beauté de ce qu'on a à donner à quelqu'un. Je veux dire, les pires jours de ma vie, quand tout à coup,
je vais dans la rue et que je me rappelle que je peux peut-être donner un sourire à une dame un peu âgée que personne va regarder dans la rue, parce que c'est vrai que les vieux, on ne les calcule pas. Et tout à coup, je lui fais un sourire. Un jour, je sais que dans la rue, j'ai vu une femme qui avait fait l'effort de mettre un rouge à lèvres, un petit chapeau. Et je lui ai dit, je vous trouve tellement élégante. Et elle a eu un énorme sourire. Son sourire, je m'en rappelle encore. Alors, je ne me rappelle pas de ce que j'ai mangé hier et de ce que j'ai vu, de qui j'ai vu. Et ce sourire-là de cette vieille dame, je m'en rappelle encore parce qu'il n'y a aucun moment dans notre vie où on ne peut pas changer la vie des autres et la sienne. C'est simplement un regard beaucoup plus bienveillant, donc beaucoup plus humble sur soi-même, et se dire oui, j'ai de l'importance. Et cette importance, là où ça change un peu, c'est je vais la mettre au service de, et puis là, vous remplissez les 3 petits points. C'est vrai que si c'est au service de faire du fric, bah c'est super, ça dépend de ce que tu vas faire de ce fric, mais si c'est au service d'un sourire, au service d'un enfant, au service de quelqu'un qui a eu besoin, au service de toi qui a eu besoin de te reposer, au service de quoi que ce soit, et c'est vrai que les artistes, et je parle pour moi là, je me suis rendu compte que le peu que j'arrivais à transformer dans le cœur des gens pendant l'heure et demie qu'ils m'accordent en voyant mes films, c'était déjà énorme. Et quand je vois aujourd'hui, je me fais arrêter quasiment 2-3 fois par jour dans la rue avec beaucoup de femmes. C'est vrai que moi, mes clientes, c'est plutôt des femmes qui me disent « Ah, mais n'arrêtez pas, je vous en supplie, merci, merci pour vos films, merci, merci. » Je me dis finalement, ça paye toutes ces années où j'ai cru que je servais à rien. Finalement, j'ai servi à quelques personnes. Et rien que ça, déjà, c'est énorme. Donc, vraiment, pas de syndrome d'imposteur, qu'on soit artiste ou pas. Alors, une réponse en 12 minutes pour une question de 30 secondes. Mais bon, ça sert à ça aussi, mes podcasts solo. C'est à vous dire un peu ce que j'ai dans la tête et surtout dans le cœur, j'espère que c'est relié par moments. Et donc, la deuxième question est posée par L'Art de Nad. En tout cas, c'est comme ça que s'appelle son Insta. Comment se rapprocher des salles de projection quand on sort notre tout premier film ou court-métrage ? Faut-il commencer par les cinémas arrêt-essai, les festivals ou les appels à films ? Ou faut-il plutôt se faire un carnet d'adresses ? Ce qui m'amène à me poser une deuxième question. Comment se faire un carnet d'adresses ? Comment insister sans déranger et se rapprocher des plus grands ? Alors moi, ce que j'entends dans cette question, c'est que le but, c'est de se rapprocher. Mais pas de soi, des plus grands. Se rapprocher des projecteurs, se rapprocher des projections, se rapprocher des écrans. Ce que je comprends, parce que quand on fait une œuvre, on a envie qu'elle soit vue. Mais je pense que avant tout, le but d'un artiste, c'est se rapprocher de soi. C'est-à-dire se rapprocher de ce qu'on a à dire. Après, moi, quand j'ai démarré le cinéma, encore une fois, il fallait que j'achète de la pellicule 35. Un rouleau de pellicule 35, c'était que 10 minutes. Ça coûtait extrêmement cher. Il fallait louer des caméras extrêmement lourdes et extrêmement chères, avoir beaucoup de lumière. Il fallait du matériel technique, des gens. Enfin, c'était vraiment très compliqué de faire 2 minutes de film. Aujourd'hui, pour faire 2 minutes de film, il te faut un iPhone. Et ça, je connais énormément de jeunes qui ont eu des traits de génie à un moment et qui ont réussi à se faire voir. Alors, je ne sais pas, parce que moi, je ne fais pas partie de la génération iPhone. Je fais partie de la génération qui a dû, déjà pré-MeToo, qui a dû essuyer beaucoup de commentaires un peu sexistes parfois sur les tournages, mais avec humour, ça se dézingue un peu tout ça. Mais je fais partie aussi d'une génération qui a dû vraiment avoir les mains dans le 35. Mon premier film, je l'ai monté au ciseau avec du scotch, quoi. Et ça, je peux vous dire, c'est une vraie expérience. On est sur un temps très long pour arriver à sortir 3 minutes. Aujourd'hui, 3 minutes, tout le monde les fait sur son iPhone, encore une fois. Donc moi, ce que j'entends dans cette question, c'est que c'est quelqu'un qui ressent un peu de frustration de ne pas pouvoir montrer ses œuvres. Et je peux comprendre, parce que c'est frustrant. Mais je ne peux pas me dire qu'une œuvre incroyable ne va pas être remarquée. Et aujourd'hui, y a les réseaux sociaux, il y a Insta, il y a le Nikon Film Festival qui aide quand même beaucoup de films aujourd'hui. Il y a beaucoup de petits festivals, donc moi j'essaierai d'aller dans un maximum de festivals. Tu peux aussi peut-être économiser et louer des salles en province, des salles à essai. Ça coûte pas très cher une projection. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon premier court-métrage. Bon, j'avais la chance, comme j'avais travaillé déjà comme sous-fifre dans le cinéma pendant 1 an, j'avais glané pas mal de gens autour de moi, mais j'ai inventé.
tu vois, le lapsus. J'ai invité beaucoup de gens à venir voir mon court-métrage. Et en fait, l'invitation m'a coûté beaucoup plus cher que le court-métrage, puisque tout le monde l'avait fait gratuitement pour moi. Parce que je voulais que les gens aient bien à manger. Moi, je déteste recevoir et que les gens aient faim. Bon, c'est mon problème avec la nourriture. Ce sera l'objet d'un deuxième podcast. Mais je sais que j'avais déjà eu la validation de gens qui avaient vu mon travail. Et dans le tas, j'ai été repérée par quelqu'un qui m'a proposé d'écrire pour lui. Et c'est comme ça que ça a démarré pour moi. Donc, voilà, mon premier film, comment j'ai fait ? Moi, j'ai beau être fille de star, puisque ma mère, c'est Marie Laforêt, elle m'a jamais aidée à faire ce métier. Elle me disait, c'est un métier de merde. Elle me disait, c'est un métier de merde, éloigne-toi de ce métier, ne le fais jamais. Mon père voulait que je fasse de la finance. Enfin bref, j'ai pas du tout été aidée pour faire du cinéma. Et comment j'ai fait ? À l'époque, il n'y avait même pas Internet, ni Insta, ni rien. Il y avait un gros dictionnaire rouge du cinéma, avec les producteurs, les réalisateurs, mais surtout les productions. Et j'ai commencé à la lettre A. Et j'ai dit, bonjour, voilà, j'ai écrit un scénario, je voulais savoir si ça vous intéressait de le lire. Évidemment, la plupart des gens me raccrochaient au nez. Et en fait, je suis arrivée à la lettre O. Donc, c'est pour vous dire la patience que j'ai eue. D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai eu cette patience, mais j'avais la dalle, quoi. Et je pense que quand on démarre dans le cinéma, on a la dalle. Et à la lettre O, c'était la production Odessa Film. Et la personne qui m'a répondu m'a dit, écoutez, oui, pourquoi pas, envoyez-moi votre scénario. Et puis, il m'a rappelé, il m'a dit, écoutez, j'aime bien, il y a de l'idée, venez nous voir. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film. Donc, en fait, il n'y a pas de méthode. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe sur Insta. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour trouver des acteurs, je reçois des demandes sur Insta, je reçois des demandes avec mes castings, je reçois... Mais on ne sait pas comment ça peut arriver. Et il faut jeter 2000 bouteilles à la mer. Là, ce n'est pas une, c'est 2000. Et peut-être les 2000, elles vont rester sans voix. Et du coup, il faudra refaire un nouveau film. Mais moi, je t'encourage déjà à te rapprocher de toi. Parce que quand tu fais une œuvre extraordinairement originale, extraordinairement puissante, même avec rien, mais elle exprime simplement la puissance de ton être qui va être forcément la seule et unique sur la Terre. À partir du moment où tu te rapproches au plus près de toi, que tu n'essayes pas de plaire à un tel, mais tu essayes vraiment de te plaire à toi, et à partir de là, tu peux vraiment créer quelque chose d'unique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'images et que pour faire la différence, c'est probablement plus difficile qu'à mon époque, mais c'est aussi plus facile. Donc voilà, je ne sais pas quoi te dire à part t'encourager, te dire si... J'avais cette phrase et je crois qu'elle est encore vraie en fait. J'avais cette phrase il y a 20 ans ou il y a 15 ans, quand j'ai fait mes premiers films. Et je voyais tous les gens, puisqu'évidemment, moi quand j'avais 20 ans, j'étais accompagnée de plein de gens qui voulaient faire du cinéma. Puis finalement, 15 ans après, peu de gens en avaient fait. Et je vais vous dire 2 mantras. Le premier, c'est « mieux vaut fait que parfait ». J'ai laissé sur la route beaucoup de gens qui voulaient absolument faire des films extraordinaires, qui avaient une culture cinématographique beaucoup plus importante que moi, qui avaient des ambitions beaucoup plus larges que moi, qui étaient, à mon avis, beaucoup plus doués que moi, mais ils étaient écrasés par leur volonté de perfection. Moi, j'ai toujours su que je ferais des films non parfaits. C'est impossible, c'est comme de mener une vie parfaite. Ce n'est pas possible. Moi, j'accepte mon imperfection à la base. Je sais que j'aurais pu mieux faire, à la base. C'est OK avec moi, mais je préfère le faire que pas le faire. Mieux vaut fait que parfait. Je l'ai dit à mon fils il y a pas longtemps, il m'a dit « Mais maman, je comprends pas pourquoi tu as mis toutes ces années à me dire ça. » Et en fait, la volonté de perfection aussi nous anesthésie dans notre désir de faire. Et ça, c'est pas possible. Et ça, c'est valable pour n'importe quoi. Je vois beaucoup même de mères au foyer qui préfèrent ne pas faire un truc plutôt que de mal le faire. Alors que moi, je préfère mal le faire que de pas le faire. Parce qu'en général, c'est ça le choix. Et souvent, en fait, j'ai aussi cette phrase qui résonne beaucoup en moi, qui est « tout ce qui est dehors n'est plus dedans ». Ça a l'air vraiment d'être une phrase de débile, mais elle a énormément résonné en moi quand j'avais 20 ans. Et en fait, ce podcast, c'est ça aussi. C'est tout ce qui est dehors, tout ce qui sort de ma bouche et qui, éventuellement, va dans vos oreilles. Moi, je ne sais pas si quelqu'un va m'écouter, si quelqu'un va être intéressé par ce podcast. Mais n'empêche que je me mets devant un micro, il y a Anton qui vient, on se met là,
Et on fait ce podcast. Et on ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si ça va intéresser quelqu'un. Mais on le fait. Et c'est ça, en fait, un artiste. C'est, quoi qu'il arrive, je fais. Et à un moment, quelque chose va s'éclairer sur ma route. Et si ça ne s'éclaire pas, eh ben, je continue quand même. Et si ça ne s'éclaire pas, je continue quand même. Et si je lâche, eh ben, c'est que ma route, elle était ailleurs et que, quelque part, j'ai créé une autre route. À force de vouloir créer une route qui n'était pas la mienne, j'ai créé une route qui était la mienne. Enfin, il y a tout ça à mettre en compte. Et voilà, mais bon, je te souhaite beaucoup de courage quand même avec tous tes projets, parce que c'est vrai que la route est longue, le chemin est difficile. Mais bon, quel chemin ne l'est pas aujourd'hui? La question suivante est une question de Salomé. Bonjour Lisa, alors moi ma question c'était la suivante. Selon vous, dans quelle mesure est-ce que le cinéma, tant dans le visionnage que l'écriture, la réalisation, le processus de création, dans quelle mesure le cinéma il peut accompagner, soutenir, voire soigner, notamment quand il s'agit d'enfants ou d'adolescents? Est-ce que vous-même vous l'avez vécu? Si oui, quelles ont été vos références? Je pose cette question parce que je suis neuropsychologue et j'interviens auprès d'enfants qui sont placés en foyer d'urgence, enfants et adolescents. On essaie de se battre pour que ces gamins aient accès à l'art, notamment au cinéma et notamment dans une visée thérapeutique. Et voilà, si vous avez des conseils, des références particulières qu'on pourrait leur proposer, ce serait avec grand plaisir. Merci pour votre écoute et pour votre œuvre. C'est horrible, ça me donne envie de pleurer, c'est fou, quoi. Je crois que je suis devenue de plus en plus sensible. Ça me donne envie de pleurer parce que moi, j'ai été une enfant qui va très mal. Forcément, quand on a une mère qui a beaucoup abandonné, on est une enfant qui va mal. J'ai eu la chance de ne pas être placée en foyer, mais j'ai été placée en pension, donc c'était un peu pareil. Et cette question vient de me rappeler quelque chose qui est arrivé, je pense, je crois que j'étais en seconde. Donc, moi j'avais un an d'avant, je crois que j'avais 14 ans en seconde. Donc j'étais un peu jeune. Et j'allais évidemment pas très bien, j'avais pas très mal. Officiellement, j'avais des bonnes notes, j'étais plutôt une enfant normale. Mais à l'intérieur, j'étais une pelote de violence, quoi. Et je suis allée voir un film qui s'appelait If. Alors on mettra les références en description. C'était un film anglais extrêmement brutal sur des jeunes qui allaient extrêmement mal. Et peut-être que ça a été ma première révélation de cinéma, cette chose-là, parce que je me suis dit, waouh, tout ce qu'on peut transmettre au cinéma. Et tout à coup, je me suis rendu compte que j'allais pas si mal que ça, qu'il y avait des solutions au fait d'aller mal. Et ouais, l'art, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va dire à quelqu'un, donne-moi ton cœur, 1 minute, une chanson, un film, un podcast, n'importe quoi. Et toi, tu n'as peut-être plus la force d'en prendre soin, mais moi, je vais en prendre soin. C'est vrai que pour moi, un artiste qui veut juste briller en tant qu'artiste, il ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est l'intention de ton art. C'est vrai que mon intention à moi, c'est de guérir les gens de leur malaise, parce que j'ai été la personne qui a été guérie de mes malaises par l'art. J'ai été guérie par plein de films que je peux vous évoquer. Donc il y a ce film If, c'est drôle parce que vraiment je m'en rappelais plus. C'est cette question qui me montre, je suis partie en sortie scolaire et je suis revenue, j'étais différente, quoi. Et peut-être que c'est de là que ça s'est ancré, mon envie de faire des films. Il y a un autre film qui m'a bouleversée qui s'appelait Ordinary People. Je crois que c'est le premier film de Robert Redford. Et ça parle de thérapie familiale et d'un môme qui va très mal et qui est en conflit avec son père. Et à l'époque, moi, j'étais archi en conflit avec mon père. Et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, quand on voit le succès de la série Adolescence, par exemple, alors moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un Adolescence 2 où on voit comment ce môme peut se reconstruire. Ce gosse qui a 13 ans, on ne peut pas dire qu'à 13 ans, on est foutu. C'est pas vrai, à 13 ans, la vie démarre. Pour qui que ce soit, même pour un mec qui a fait un crime, même pour des gens qui ont violé, tué, C'est une petite vie, une vie de 13 ans, une vie de 12 ans, une vie de 15 ans. C'est une petite vie, même de 16 ans, même de 18 ans. C'est une petite vie. On l'a vu récemment
Sur Netflix aussi, les frères Menendez. Je ne sais pas si le procès s'est réouvert suite à la série. En tout cas, il en a été question à un moment, parce que c'est des gamins qui se sont fait abuser par leur père. Je veux dire, aujourd'hui, ils n'auraient jamais été jugés pareil qu'à cette époque-là. Et à l'époque, on ne savait pas que les pères pouvaient abuser des fils. Donc, tout ça est complètement entremêlé. Mais je pense vraiment que l'art sert à mettre dehors ce qui est dans notre dedans. Et ce qui est dans notre dedans, qu'on n'a pas la force d'aller regarder, qu'on n'a pas la force d'aller mettre en lumière. Le cinéma, c'est quoi ? C'est de la lumière projetée. Mais c'est la lumière qui part d'où ? Qui part de nos ombres, en général. Ce matin, j'écoutais un homme que j'adore, qui s'appelle François Breton, et qui disait, en fait, la seule source, c'est la lumière. Il n'y a pas un interrupteur qui fait qu'on éteint une pièce. C'est pas vrai. Pour éteindre, il faut obstruer la lumière. La seule source, c'est la lumière. Et j'ai adoré ça, voilà, ça a été la phrase de ma journée. Et la lumière qu'on projette en tant qu'artiste, que ce soit dans un livre, dans une céramique, ce qu'on va toucher chez les autres avec ce qu'on a créé de notre propre trou, de notre propre manque, de notre propre tristesse, de notre propre peine, de notre propre joie aussi. Ce qu'on va puiser souvent, c'est à la fois nos ombres, mais surtout, on va en faire de la lumière et de la matière. Et je crois que c'est ça l'art, en fait, c'est la rencontre de nos ombres, de notre lumière et de notre matière. Et on crée une autre matière, mais quand c'est un film, en fait, c'est de la lumière projetée. Et cette lumière peut projeter les ombres de notre psyché. Et c'est ça qui est intéressant. Et vraiment, moi, je ne sais pas où tu travailles et ce que tu fais, mais je t'encourage vraiment et je vais t'accompagner là-dessus parce que c'est une de mes grandes causes nationales, c'est d'aller voir ces putains de ministres qui ne servent à rien et de demander à ce qu'il y ait au moins 3 projections obligatoires par an pour chaque enfant à l'école. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, peut-être ils vont beaucoup moins lire. Moi, je sais que ma fille, elle a commencé à lire quand je lui ai montré Cyrano de Bergerac en film. Elle avait ça dans sa liste pour passer le bac français, et elle n'arrivait pas à le lire. Et elle avait Madame Bovary, et elle n'arrivait pas à le lire. J'ai dit, tu sais quoi, on va voir les films. Alors, mes copines m'ont dit, mais t'es complètement con, ils vont jamais lire, comme ça. Et en fait, ma fille, après, elle a appris Cyrano de Bergerac par cœur, elle a lu tous les vers, et après, elle a lu tout Racine, elle a lu beaucoup de pièces de Molière, elle est devenue folle de théâtre, parce qu'elle a enfin pu comprendre le texte. Alors que c'est vrai que nos enfants, ils savent presque plus lire aujourd'hui, en tout cas, c'est compliqué pour beaucoup d'entre eux. Donc, rendons-leur leur âme par la porte de l'image, par la porte du cinéma, par la porte de l'art. Et c'est vrai que moi, je suis allée voir l'exposition Brancusi, par exemple, que je ne connaissais pas. Et j'ai été touchée par la pureté de ses formes. Et je me rappelle de rien de ma vie, mais cette expo, je m'en rappelle, elle a changé quelque chose en moi. Se laisser pénétrer par l'art, en fait. L'art, il te pénètre même contre ta volonté, mais c'est pas du viol, c'est de la caresse, c'est une plume qui se pose sur toi, tu vois, tu peux pas porter plainte. Et cette plume, elle va te rappeler à la douceur de la vie, à la beauté de la vie. Et je reviens encore à cette histoire de beauté. Parce que oui, la vie est moche et on peut faire un film qui dit que la vie est moche, mais le film va être beau. Et c'est ça l'art, c'est transformer le moche en beau. C'est transformer ton cœur noir et souvent à juste titre. Il n'y a aucune raison de danser des claquettes toute la journée sous le soleil. Mais tout à coup de se rappeler aussi que ce noir-là, c'est aussi ta propre vue et que tu peux l'éclairer avec ta lumière. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes que des êtres de lumière et c'est seulement nous qui obstruons notre lumière et qui faisons de nous des êtres d'ombre. Salut Lisa, j'ai cru comprendre que tu étais en plein tournage de la suite du film LOL. Je vais pas être très original en disant ça, mais c'est un film culte pour moi et toutes les personnes de ma génération. Je viens d'avoir 30 ans. Est-ce que pour nous, en cadeau, tu pourrais nous révéler quelques exclus et secrets sur ce tournage ? Merci beaucoup. Alors, je me suis fait un peu violence pour faire LOL 2 parce que oui, LOL, c'est un film culte. À la base, quand je l'ai fait, je savais que ça allait être un film important pour la jeunesse et puis il a super bien marché et j'ai cru que l'aventure s'arrêterait là. Or, j'ai rencontré encore
un môme il y a 2 semaines qui avait 14 ans et qui dit « Mais moi, ça m'a changé ma vie parce que j'ai compris ce que c'était. Je l'ai vu quand j'avais 10 ans et 11 ans et en fait, j'ai compris ce que j'allais vivre. Ça m'a donné par anticipation ce que j'allais vivre. » Donc, voilà, le premier secret de LOL 2, c'est que malheureusement, Christa Terray n'a pas voulu participer à l'aventure, donc j'ai pas pu continuer l'histoire de toute cette bande d'amis, donc qui ont aujourd'hui environ 33 ans, quoi. 32, 34, bon bref. Et qui seraient donc les trentenaires d'aujourd'hui. Donc comme Christa n'était pas là, je me suis intéressée aux 2 petits-enfants, donc c'est le premier scoop. Je parle des 2 petits-enfants qui aujourd'hui ont 25 et 27 ans, donc c'est quoi avoir 25 ans aujourd'hui quand tu as les milliers de possibilités qui s'offrent à toi, quand c'est une génération qui est confrontée au fait que des gens qui ont 20 ans aujourd'hui sont milliardaires parce qu'ils postent des trucs, que la vie paraît très facile sur Instagram pour plein de gens alors qu'en fait elle est très dure pour beaucoup de monde, qu'on est vraiment face à des insécurités autant climatiques que écologiques, que économiques, que familiales, enfin bon bref. Et j'ai envie de montrer en fait ce que la vie a quand même à donner à des gens de 25 ans aujourd'hui. Et c'est quoi se créer son propre chemin? C'est quoi pas se mentir? C'est quoi aller dans sa vraie vie en fait? Et j'ai envie de parler de ça. Je ne sais pas si ce sera aussi intéressant, aussi fun que le premier. C'est forcément un film différent. Moi j'ai mûri, j'ai vieilli, je parle de choses peut-être un petit peu différentes. Mais il y aura toujours une bande de jeunes, c'est pas les mêmes jeunes. Et on abordera les relations, toujours, garçon-fille, les relations parents-enfants, les relations avec le travail, parce que c'est vrai qu'à 25 ans, le travail, c'est quand même une source de questionnement, si ce n'est une source d'angoisse. J'évoquerai aussi le fait d'être angoissé, le fait de se dire qu'on ne sert à rien sur la Terre. Et c'est une sensation qu'on a de plus en plus, et je rencontre de plus en plus de jeunes qui sont un peu désespérés avant même d'avoir commencé. Et voilà, mais c'est toujours un film aussi gai. Il y aura une grosse bande-son parce que voilà, dans mes films, il y a des grosses bandes-son et il y a beaucoup d'argent qui est alloué à la musique, mais je dévoile pas encore qu'est-ce qu'il y aura comme musique. Je vais retrouver aussi un peu Jérémy Capone, qui est mon être cher et mon être de lumière du premier LOL. J'espère voilà, que les gens ne seront pas déçus de ne pas retrouver la même bande, mais seront émus par cette nouvelle bande qui propose de nouvelles choses. Et puis évidemment, j'ai la chance de retrouver Sophie Marceau dans le rôle de la maman, qui elle aussi a évolué. Moi, je vais avoir 60 ans, elle a un tout petit peu moins, mais on est dans un âge où peut-être on se prépare à l'arrivée d'un petit enfant. Alors elle m'a dit récemment, il y a beaucoup de gens qui s'offusquent du fait que je pourrais éventuellement devenir grand-mère. Mais ouais, c'est vrai que c'est un vrai tabou, ça. Mais pourquoi c'est un tabou? Ça veut dire qu'une femme peut pas être belle comme Sophie et en même temps être grand-mère? C'est quoi ce tabou sur la grand-mère? Alors, c'est une réflexion aussi sur ça. Parce que les féministes parlent beaucoup d'être une mère, d'être une femme, du plafond de verre, etc. Mais on ne parle pas du plafond de grand-mère, quoi. Enfin, il y a une espèce de plafond psychologique où on se dit, si je dis à un mec en date, je vais être grand-mère ou je suis déjà grand-mère, on n'est plus sexuel, on n'est plus sexualisable. Il y a une espèce de honte à le dire ou à l'être. Et je peux comprendre et j'ai envie de parler de tout ça aussi, quoi. Je trouve ça intéressant. Et je trouve que le féminisme devrait s'intéresser plus à la fois à la sagesse des grands-mères et aussi à la beauté et au fait qu'on reste des femmes sexuelles, même en tant que grand-mère. Et qu'est-ce qui fait que ça accroche à cet endroit-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie qu'une grand-mère, ça fait que des gâteaux et des confitures et ça fait pas l'amour, quoi. Tout ça, ça m'intéresse à explorer et à exploiter. Et puis, voilà, LOL, c'est toujours cette combinaison. J'ai la chance que Françoise Fabian soit encore avec nous. Et ça, c'est merveilleux. On va retrouver Alexandre Astier dans le rôle de l'ex-mari et du papa. Je vous dévoile pas d'autres membres du casting, mais c'est un joli casting. Je me fais plaisir, en fait. C'est franchement, LOL le premier, je l'ai fait pour vous. LOL le deuxième, je le fais pour moi. Voilà.
Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci d'avoir écouté ce podcast, merci d'être de plus en plus fidèles avec nous. N'oubliez pas de vous abonner, mettre des pouces, des étoiles, des cœurs, même si vous voulez. Et à bientôt pour de nouvelles paroles.